Ce soir, nous allons nous attarder sur un personnage curieux, malheureusement tenu dans l'ombre de la grande histoire de notre pays, alors qu'il l'a impulsé de façon fantastique et dramatique. Louis-Philippe Joseph, fils du duc d'Orléans, petit-fils du duc d'Orléans, régent, durant la minorité du petit Louis XV, est né en 1747. De 1747 à 1752, soit ses 5 premières années, il est duc de Montpensier, puis le voici duc de Chartres jusqu'en 1785. Cette année-là, il devient duc d'Orléans à la mort de son père. Il jouit d'un autre titre à sa naissance, seigneur de Brie-Contrebert. Il sera le dernier de ce nom. À 9 ans, il devient une vedette de la science, car il est vacciné contre la variole en présence de toute la cour. Une décennie plus tard, le voici qui attire à nouveau l'attention du public, mais à ses dépens. Son père souhaite qu'il épouse Cunégonde de Saxe, fille du roi de Pologne, Auguste de Saxe. Mais la dauphine Marie-Joseph s'y oppose, jugeant qu'il n'est pas fils de France et qu'il est de trop petite naissance, ce qui fait grand bruit. En effet, Philippe d'Orléans, comme on l'appelle communément, descend par sa mère d'une bâtarde légitimée de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Afin d'assurer aux Orléans une revanche, l'abbé de Breteuil, chancelier du duc, suggère d'épouser Marie-Adélaïde de Bourbon, plus connue sous le nom de Mademoiselle de Penthièvre, et finalement de Mademoiselle de Blois. Dans ce cas, Philippe épousera une petite fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. On voit que le monde est petit et que la bâtardise ne lui répugne pas. Il est vrai que Marie-Adélaïde est immensément riche. De fait, Philippe était doublement bâtard, puisqu'il descendait également d'une demoiselle de Blois, issue elle aussi du couple Louis XIV, Madame de Montespan. Connue aussi sous le nom de Françoise Marie de Bourbon, Mademoiselle de Blois accepte la main de Philippe d'Orléans, dont les enfants qu'ils auront seront donc de triple bâtardise, ce qui n'est pas banal. Voilà un début intéressant dans l'existence. Le 5 avril 1769, à Versailles, Philippe ayant 22 ans, a lieu le mariage avec Mademoiselle de Blois, laquelle apporte une dot de 6 millions de livres, somme gigantesque. En contrepartie, le père de Philippe s'engage à assurer le logement des époux à concurrence de 400 000 livres. Un peu plus de 20 ans plus tard, le couple se sépare. En 1790, il aura eu 6 enfants, dont 2 morts très jeunes, 2 autres, des garçons, décédés en 1807 et 1808, donc sous l'Empire. Un 3e garçon, Louis-Philippe d'Orléans, naît en 1773 et mourra en 1850, après avoir été de 1830 à 1848 roi des Français. Ajoutons qu'une fille, Louise-Marie-Adélaïde, connue en tant que Mademoiselle de Chartres, mourra en 1847. Mais à ces naissances légitimes, il faut rajouter de nombreux rejetons adultérins. Philippe aura ainsi une fille avec la célèbre Madame de Genlis, très connue pour ses idées pédagogiques dans la ligne rousseauiste et révolutionnaire. Philippe aura également un fils avec la comtesse de Buffon. Celui-ci sera surnommé le Chevalier de Saint-Paul. Mais arrêtons là l'énumération d'une liste trop longue et qui ne jouera pas un rôle spectaculaire dans la vie de Philippe. Philippe commet alors une erreur à la suite d'un incident concernant la guerre contre les Anglais à propos des États-Unis d'Amérique.
Voici venir 1785, Philippe, âgé de 38 ans, est enfin duc d'Orléans, son père mourant cette année-là. Alors il se dévoile totalement de sa résidence du Palais Royal à Paris, quasi vis-à-vis du Louvre. Le nouveau duc soutient tous les ennemis du roi et de la reine. Marie-Antoinette, malgré qu'à l'arrivée en France de celle-ci, elle avait entretenu des rapports cordiaux avec lui. Mais en 1785, elle est amenée à rejoindre son époux dans son appréciation négative du nouveau duc d'Orléans. Celui-ci contracte alors une haine intense contre la souveraine. Il est vrai que Philippe, bien avant, s'était démasqué. Au lieu d'ignorer, il y a un couac sérieux qui se produit pendant la guerre pour l'Amérique contre les Anglais. Il commet donc une grave erreur au lieu d'ignorer les mises en cause de son courage, car beaucoup de gens avaient des doutes sur son courage personnel. Il contre-attaque et s'en prend au ministre de la Marine, Sartine, puisque au cours d'un combat dans la Manche, il avait une attitude assez bizarre et avait refusé de quitter le pont du navire de guerre français sur lequel il se trouvait pour aborder un bâtiment anglais. Alors, mis en cause, il démissionne de la marine et obtient de Louis XVI un titre de colonel de hussards. Le roi doit ménager son cousin tout en étant édifié sur Philippe, car il a les meilleures informations sur l'épisode qui s'est produit à Ouessant. Il le prouve en 1780 en interdisant à Philippe d'embarquer pour l'Amérique avec le corps expéditionnaire commandé par Rochambeau. À ce stade, Philippe s'est mis en tête une idée fixe, nuire au roi de France par tous les moyens. À vrai dire, il s'était engagé dès 1771, à 24 ans dans cette voie. Il a alors pris le parti des parlements en lutte ouverte contre Louis XV, qu'il a aussitôt fait exiler pour quelque temps sur sa propriété de Villers-Cotterêts. Il va devenir bientôt l'ennemi officiel de la couronne. Voici venir 1785, Philippe, âgé de 38 ans, est enfin duc d'Orléans. Son père mourant cette année-là. Alors il se dévoile totalement de sa résidence du Palais Royal à Paris, quasi vis-à-vis du Louvre. Le nouveau duc soutient tous les ennemis du roi et de la reine, Marie-Antoinette, malgré qu'à l'arrivée en France de celle-ci, elle avait entretenu des rapports cordiaux avec lui. Mais en 1785, elle est amenée à rejoindre son époux dans son appréciation négative du nouveau duc d'Orléans. Celui-ci contracte alors une haine intense contre la souveraine. Alors s'enclenche le processus qui aboutira à la terreur. En 1787, c'est l'Assemblée des notables au sujet des finances du royaume. L'attitude à ce moment de Philippe tourne à la rébellion pure et simple. Il dénie purement et simplement au roi de décider au sujet de la fiscalité et conteste tous ses édits. Pour la seconde fois, il se retrouve en exil champêtre mouvementé et momentané. De retour, une autre affaire le discrédite, à savoir la gestion de son palais royal. En 1776, son père lui a cédé ses droits sur cette propriété. En juin 1781, un incendie aux causes demeurées inconnues détruit le théâtre du Palais Royal. Des sinistres s'y étaient déjà produits, mais cette fois Philippe, alors duc de Chartres, en profite pour lancer une grande opération immobilière autour du jardin du Palais Royal, tout en faisant reconstruire en plus grand le théâtre sur son nouvel emplacement. Cette scène existe d'ailleurs toujours, c'est l'actuelle comédie française Rive droite. L'opération immobilière d'un type toujours usité consistera à l'édification d'immeubles d'habitation de même type
en surplomb d'emplacement de commerce en rez-de-chaussée. Notre duc d'Orléans se révèle agent immobilier. Une grande partie des jardins est privatisée. Or, ils étaient jusque-là ouverts au public, d'où des protestations des Parisiens. Peu chaud au duc de Chartres. En revanche, une remarque de Louis XVI le met de mauvaise humeur, car tout Paris se la répète. Le roi lui avait lancé. « Eh bien, mon cousin, il paraît que vous ouvrez boutique, on ne vous verra plus que le dimanche ?» Ce persiflage le ridiculise, mais il y a pire. Sa mauvaise gestion. L'affaire rapporte très peu, or il a dû emprunter 4 millions de livres pour la financer, autant que sa somptueuse dot. Il s'agit là d'une partie colossale, car tout l'investissement sera englouti. En guise de consolation, il aura ses activités maçonniques. Cet athée de toujours est grand maître de la Grande Loge de France, la GLF, la plus ancienne obédance des frères Trois Points en France. Elle avait été créée en 1728. Il transforme la GLF en Grand Orient de France en 1778 et en tiendra les rênes jusqu'au moment où la Révolution le broiera. Cet outil est destiné, de son point de vue, en plus de la destruction du catholicisme au nom des Lumières, à réaliser ses ambitions inavouables. Et nous en arrivons à la faction d'Orléans. Dans sa guerre contre le roi son cousin, il agit sur un double plan, au niveau du verbe ouvertement, par des faits subversifs, dans l'ombre. À partir de 1787, il se meut dans le sillage pré-révolutionnaire, puis déclenche des agissements graves dans la rue. Il a son parti connu sous le nom de faction d'Orléans. Il ne s'agit pas de la délucubration malveillante, toute la presse de l'époque en parle ouvertement. Ainsi, Camille Desmoulins, l'activiste de choc en 1789, en traitera clairement dans son organe le vieux cordelier. Signalons que Philippe fera un séjour prolongé à Londres en 1791. Il n'y perdra pas son temps. Le gouvernement de Sa Majesté, le roi de Grande-Bretagne, non plus, qui souhaite faire payer à Louis XVI son soutien aux insurgés d'Amérique. Dès le printemps 1789, il se passe des choses étranges avec le pillage du grand tapissier, le magasin Révillon. Tout le monde murmure que c'est des agents stipendiés du duc d'Orléans qui ont organisé le stage. Là-dessus, il passe un certain temps, mais à l'été 1791, face à une rumeur qu'il accuse de viser la place de lieutenant général du royaume, il la dément ostensiblement, mais ses agissements auparavant ont déjà porté un coup terrible à Louis XVI. Sur ce point, les sources sont rares, le secret règne encore largement, malgré des documents accessibles à qui le voudrait. Il convient de revenir à début octobre 1789, lorsqu'un cortège de femmes déchaînées, accompagné de la pire racaille, marche de Paris sur Versailles. Arrivant à la nuit du 5 au 6 octobre 1789, le cortège factieux force les grilles de Versailles, massacrant des gardes du corps. Alors, l'inimaginable se produit, sur lequel des témoins oculaires ont donné des détails jamais réfutés, bien que l'enquête qui suivit, menée par le Châtelet de Paris, prit soin de ne pas en tenir compte. Le duc d'Orléans vient sur place peu avant minuit, se fait acclamer par les émeutiers au cri de « Vive notre roi d'Orléans !» Le cousin de Louis XVI, qui avait fait semblant de revenir sur Paris en début de soirée, était réapparu exciter les tueurs. Satisfait de voir des cadavres de gardes du corps joncher le sol, il repartit pour Paris. Cette nuit-là, il s'était trop montré. Au lieu de le faire arrêter, Louis XVI lui confia une mission à Londres, laquelle il remplit pour son compte personnel en rapportant des fonds importants pour susciter des troubles. À ce stade, il est important de signaler l'état-major du duc. L'élément principal en était Choderlos de Laclos, l'auteur du fameux et très libertin, des fameuses, et très libertines liaisons dangereuses.
Philippe d'Orléans tente de se rallier Mirabeau, sans succès, car celui-ci se défie du cousin royal. Le duc d'Orléans reviendra de Londres en juillet 1790, car il sait que l'enquête du Châtelet est bouclée sans qu'il soit mis en cause. Les magistrats ne tenaient pas à être égorgés ou pendus. À Londres, Philippe s'est intéressé surtout aux troubles du Brabant, dans le but de provoquer au nom de la France des agressions contre les troupes autrichiennes qui y stationnent. Bien entendu, il s'agit par là de nuire à Marie-Antoinette, qui est d'origine autrichienne, comme chacun sait. On se demande pourquoi Philippe ne s'est pas poussé au premier rang en 1791 pour supplanter Louis XVI, déjà très déstabilisé. C'est qu'il est assez pusillanime, pour ne pas dire lâche. Rappelons-nous l'affaire de Ouistreham, et il n'a pas voulu prendre de trop grands risques à ce moment. Pourtant, à propos des journées d'octobre, coup fatal à la famille royale, il avait été lavé de tout soupçon, malgré les faits, par l'Assemblée nationale en septembre 1790. Signalons qu'il est membre du club des Jacobins dès sa fondation. Choderlos de Laclos, après la fuite à Varennes du couple royal, le pousse à se faire proclamer régent du royaume. Effrayé par une démarche aussi audacieuse, le duc d'Orléans fait une déclaration publique le 28 juin 1791 pour annoncer qu'il ne pense pas du tout à se mettre en avant. Résultat, tout le monde est persuadé qu'il ne pensait qu'à cela. En 1792, on le sait à l'armée du Nord, Lafayette et le général Dumouriez, qui sentent que les extrémistes deviennent de plus en plus menaçants, désertent en passant à l'ennemi car la guerre a été déclarée. Philippe est sur place, mais il tergiverse comme à son habitude. Furieux des défections qui ont eu lieu, les révolutionnaires le rappellent impérativement à Paris. Il obéit, mais son fils, le duc de Chartres, Louis-Philippe, déserte aussi à l'ennemi. Une situation grave est ainsi créée que le duc d'Orléans ne mesure pas à sa véritable dangerosité. Philippe se fait élire à la Convention et dès lors oublie son titre ducal, prenant le nom de Philippe Égalité, signant toutes ses lettres ainsi. Le procureur de Paris, Manuel, lui avait fait savoir que les titres princiers étaient proscrits et il avait aussitôt obtempéré. Arrive le procès de Louis XVI. Les conventionnels vont avoir à voter sur la peine à prononcer contre le malheureux souverain, Louis. Philippe Égalité vote la mort pour son cousin. Ici, il faut rappeler que la mort du roi fut adoptée à une seule voix de majorité. À cette précision horrible, il faut en ajouter une autre, pire si possible, et passer sous silence dans la totalité des manuels scolaires en France. Philippe, confortablement installé dans un cabriolet bien garé, assiste à la décapitation de son cousin le 21 janvier 1793. Si l'on croit qu'il atteint là le sommet de l'abjection, on se trompe. Lui, le grand maître de la maçonnerie, sentait que les frères pourraient lui nuire, l'acquitte dès le 5 janvier 1793 en osant affirmer qu'il ne sait pas comment elle est composée. Ces palinodies ne lui serviront de rien. Un détail fâcheux lui est rappelé, la désertion de son fils Louis-Philippe en Belgique, avec Lafayette et Dumouriez. Arrêté, jugé, condamné, Philippe Égalité est exécuté le 6 novembre 1793 à Paris, exactement à l'emplacement où son cousin a été supplicié aux mains du même bourreau. Quoi d'étonnant qu'on ait qualifié de monstre, de corrupteur, de tout ce qu'il touchait. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Malheureusement, la tragédie continue. Son fils, le duc de Chartres, futur roi des Français, en 1830, a déserté l'armée révolutionnaire en même temps que Lafayette et Dumouriez. Cela lui est constamment rappelé. Au lieu de se faire oublier et de quitter au moins Paris, il fait assaut d'extrémisme avec les terroristes. Cela ne lui sert de rien. Le 7 avril 1793, il est arrêté avec tous les siens.
Une seule exception, sa fille Marie-Adélaïde, simplement mise en résidence surveillée, étant donné sa personnalité falote. Emprisonnés au fort de Saint-Jean à Marseille, ces Bourbons sont transférés à Paris début novembre 1793. Le 6 de ce mois, il est condamné à mort sans la moindre accusation précise, sauf qu'il est un Bourbon et guillotiné avec 4 inconnus le jour même. Alors ici, un complément s'impose, le rôle de Nathaniel Parker Forth, agent diplomatique du roi d'Angleterre auprès de la cour de France. En 1790-1792, Orléans avait fait passer tous ses bijoux et diamants à Londres par l'intermédiaire de Parker Forth. La disette alimentaire de 88-89 avait été déclenchée par des achats massifs de blé par Orléans à la demande des Britanniques. Cette affirmation a été à l'époque étayée par l'ambassadeur de France à Londres, qui a fait un rapport à Paris, le comte de la Luzerne, et par Montmorin, alors ministre des Affaires étrangères. Mais aucune suite ne fut donnée à leur rapport. La nuit du 5 au 6 octobre 1789 avait été préparée avec la même tactique. Les émeutiers criaient « Nous ramenons à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron ». Deux conventionnels bien connus, Barère et Merlin de Douai, étaient des agents stipendiés de Philippe Égalité, pas précisément des plus modérés. Barère était membre du comité de salut public et terroriste exalté, et Merlin de Douai avait rédigé la loi des suspects. Alors, la conclusion, eh bien, c'est le 6 juin 1793, après son arrestation début au printemps 1793, Louis-Philippe d'Orléans est guillotiné à l'emplacement même où il a assisté à l'exécution de son cousin Louis XVI. Ainsi périssent les traîtres méprisés par tout le monde. Voilà, je suis désolé pour ceux qui ont beaucoup de respect pour la famille d'Orléans. Il y a des gens très bien dans la famille d'Orléans, je peux en citer sous le règne de Louis-Philippe, je peux en citer à d'autres occasions, y compris au XXe siècle, mais ce Louis-Philippe d'Orléans a été un maudit et a fini comme un maudit. Ceci méritait d'être dit, car ça ne l'est jamais.